Cette semaine, la puissante fusée SLS de la NASA se déploie sur le pad pour le test de compte à rebours. Wow! Il va falloir que j'achète. Ah! L'action commence enfin, puis du côté de SpaceX, la Starbase, ça grouille de vie. Des bonnes nouvelles. Il y a l'ESA qui suspend officiellement sa collaboration avec la Russie pour la mission ExoMars. La collecte du 8e échantillon de roche sur Mars pour Persévérance. Il y a Ingenuity aussi, la mission Apollo 9, on en parle. Wow! On a un programme chargé, pas vrai? Elon Musk? Oh, je vous en parle ça aussi, ça roule. En 5e position cette semaine, la fusée SLS de la NASA se déploie sur le pad de lancement pour le test du... Quoi? Compte à rebours! La première fusée du système de lancement spatial s'est déployée sur sa rampe de lancement en Floride le 17 mars pour une répétition générale du compte à rebours avant son lancement longtemps retardé cet été sur la mission sans équipage Artemis 1. Un transporteur sur chenille transportant une plateforme de lancement mobile avec le SLS dessus a quitté le bâtiment d'assemblage des véhicules jeudi dernier et a parcouru les 6,8 km jusqu'au complexe de lancement 39B. La NASA a transformé la phase initiale du déploiement lorsque le véhicule est sorti du VAB, le Vehicle Assembly Building, puis s'est arrêté pour des vérifications et des reconfigurations. Les employés et les invités se sont rassemblés près du véhicule pour prendre des photos et entendre l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, faire un discours. Il ne fait aucun doute que nous sommes dans une ère dorée d'exploration spatiale, de découverte et d'ingéniosité dans l'espace. Et tout commence avec Artemis 1 qui démontrera l'engagement et la capacité de la NASA à étendre la présence de l'humanité sur la Lune et au-delà. C'était un petit party avec de la musique, des petites sandwichs, puis un groupe universitaire. Un peu plus bronzé que ça, on est en Floride quand même. Avec la fusée SLS maintenant prête, la NASA se prépare pour le test de compte à rebours appelé répétition en tenue humide ou WDR ou Wet Dress Rehearsal. Ce travail commencera par connecter le véhicule aux interfaces du pad et passera par des tests de divers systèmes. L'étage central SLS est rempli d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide et passe par un compte à rebours qui s'arrête environ 10 secondes juste avant que les moteurs de l'étage central ne s'enflamment. Le processus de ravitaillement prend 8 heures contre 2 heures et demie pour la navette spatiale en raison des réservoirs plus grands et de l'ajout d'un étage supérieur. Il y a plus de systèmes, donc c'est égal à plus de potentiel de fuite, donc plus de choses à craindre. De plus, le temps de chargement plus long nécessite 2 équipes de contrôleurs pour couvrir le ravitaillement et le compte à rebours contre 1 pour la navette. Le test est prévu pour le 3 avril. Environ 1 semaine et demie plus tard, le véhicule sera ramené au bâtiment d'assemblage des véhicules, le VAB, pour tout travail correctif des tests de pad et pour les derniers préparatifs. Puis ramené au pad pour la mission Artemis 1 au plus tôt en juin. Ça se peut que ça soit retardé encore. Hey, je suis déjà allé, moi, dans ce coin-là. J'étais allé au VAB. Je peux vous dire, j'ai passé à côté. C'est extrêmement imposant. C'est intimidant. Ce bâtiment-là a les plus grandes portes au monde. Cette semaine, dans Histoire du passé, une mission qui, en restant simplement en orbite terrestre avec le LEM, a donné un peu de réconfort aux astronautes qui n'étaient particulièrement pas des fans de cette petite araignée. Et pour l'avoir vu en vrai, je peux vous dire qu'il avait pas mal raison. Hey, cette semaine, on parle de la mission Apollo 9. C'était la vérification du module lunaire LM-3 que Neil et Buzz utiliseraient pour atterrir sur la Lune lors d'Apollo 11. Contrairement au spectaculaire voyage lunaire d'Apollo 8, Apollo 9 n'a jamais quitté l'orbite basse terrestre, mais sa mission était essentielle. Piloter le module lunaire disgracieux. Ouais, c'est un beau mot utilisé ça, disgracieux. Avec des jambes en forme d'araignée et un profil trapu, le module surnommé Spider était entièrement fonctionnel, sans forme profilée. La machine idéale pour atterrir sur la Lune. Du côté des astronautes, le module LEM n'était vraiment pas aimé. À imaginer des pilotes d'essai qui étaient habitués de piloter des avions aérodynamiques avec des profilages assez inusités, qui devaient utiliser une araignée. Cette araignée, qui était d'ailleurs surnommée Spider, était extrêmement bien conçue.
Le module de commande sera baptisé Gum Drop ou boule de gomme en raison de l'emballage lors de son arrivée. C'était d'ailleurs la première mission que la NASA permettait aux astronautes de nommer leur module à leur convenance. Vous allez voir dans les prochaines missions, les astronautes avaient le droit de choisir des noms qui étaient parfois très originaux. Snoopy? Ce n'était pas la première fois qu'un LEM allait dans l'espace. Le LEM 1 avait été dans l'espace en 1968, mais il n'était pas complet. Ils ont fait des tests télécommandés dans l'espace et il a terminé brûlé dans l'atmosphère. La mission du LM2, parce qu'à l'époque, c'était pas LM, c'était LEM, comme Lunar Excursion Module. Vous irez voir ma vidéo sur Artemis. Je parle des missions Apollo au début, vous allez bien comprendre. La mission du LEM 2 avait été annulée car il n'était pas prêt. Apollo 8 n'avait pas de module lunaire à bord. Apollo 9 a donc été la première mission complète du programme, mais sans aller vers la Lune. Une Saturn V a lancé la mission le 3 mars 1969, transportant James McDavid, Rusty Schweickart et Dave Scott en orbite pour tester l'aptitude du module lunaire et à revenir en toute sécurité. McDavid avait déjà effectué la mission Gemini 4 qui avait permis à Ed White de faire la première sortie d'un Américain dans l'espace. Du côté de Dave Scott, eh bien, il avait fait la mission Gemini 8 avec Neil Armstrong lorsque la capsule avait tourbillonné lors de la tentative du premier amarrage spatial de l'histoire. Ils ont eu peur, continuez à me suivre, j'en en parler bientôt. Du côté de Rusty Schweickart, c'était son premier et dernier vol. Le plan de vol de la mission était de sortir le module LEM du S4B, de piloter le LEM d'une façon autonome et d'essayer les combinaisons lunaires dans le vide. Par la suite, c'était de s'éloigner du module de commande avec le LEM, larguer le module de descente du LEM et revenir avec le module de montée. Par la suite, revenir sur Terre avec le module de commande. Fait que visuellement, ils étaient amarrés ensemble. C'était de se désamarrer, de permettre la descente, s'éloigner, puis par la suite, se détacher, laisser le module de descente, s'éloigner, et avec le module de montée, revenir se rapprocher du module de commande et du module de service, on les voit les deux, et faire l'amarrage. C'était pas mal ça. Rusty a eu des petits problèmes avec le mal de cœur, ce qui a retardé la sortie pour tester la combinaison lunaire. Pendant la sortie, Dave Scott dans le module de commande et Rusty dans le LEM se sont filmés les deux face à face. C'était spectaculaire. Regardez les images. Wow! La vue qu'ils ont eue était éblouissante. C'était la première et dernière sortie du programme Apollo avant la mission Apollo 11. Au cours de la mission, les astronautes ont testé le moteur du module de commande-service. Lui, ils l'ont testé 8 fois. Wow! Plus tard dans la mission, McDavid et Schweickart ont volé en solo jusqu'à 181 km du module de commande en utilisant le moteur de remontée pour revenir. James McDavid n'est jamais retourné dans l'espace. Rusty Schweickart, lui, avait une sensation extrasensorielle lors de sa sortie, puis il était un peu excentrique. C'était pas vraiment le plus équilibré. La NASA en avait peur un petit peu, donc ils ont décidé de ne pas le renvoyer dans l'espace. En ajoutant son mal de cœur, la NASA n'a pas accepté qu'il retourne dans l'espace. Dave Scott a marché sur la Lune lors d'Apollo 15 puis a été le premier à conduire sur la Lune. Apollo 9 a permis de démontrer que l'équipement et les systèmes étaient prêts pour la pratique générale. Celle la semaine prochaine, Apollo 10. Le vol presque sans faute s'est terminé le 13 mars. Avec une chute à seulement 5 km de l'USS Guadalcanal. Le navire a participé à la récupération des astronautes de la mission Gemini 10 et Apollo 9. Ce navire a coulé comme cible le 19 mai 2005. En troisième position, le rover Perseverance Mars de la NASA récupère le 8e échantillon de roche sur la planète rouge. Le rover géologique de pointe de la NASA poursuit son exploration d'un ancien delta fluvial maintenant que son 8e échantillon de roche est sécurisé pour une analyse future. Le rover Perseverance est dans une quête à long terme pour mieux comprendre le potentiel de la vie sur Mars. Alors que d'autres missions sur Mars recherchent des signes d'eau, le rover va encore plus loin en mettant en cache les roches les plus prometteuses. Pour une mission de retour d'échantillons que la NASA et son homologue européen ont l'intention de lancer plus tard cette décennie.
Perseverance a atterri en février 2021 dans le cratère G0 de 45 km de large. Les scientifiques de la mission pensent qu'il y a des milliards d'années, le cratère contenait un lac et un delta de rivières, ce qui en fait un terrain de chasse riche en échantillons pour des signes potentiels de vie ancienne. Perseverance a passé la majeure partie de sa première année terrestre sur Mars à explorer une région un peu au sud et à l'ouest de son site d'atterrissage. Maintenant, le rover est en route vers la zone de toucher des roues pour reprendre la recherche dans l'ancien delta. L'hélicoptère drone Ingenuity de 4 livres, qui a atterri avec Perseverance en 2021, est toujours présent et sert maintenant d'éclaireur pour les activités de Perseverance. Ingenuity a maintenant 21 vols à son actif sur Mars, dépassant de 4 fois son plan de vol initial. Et comme j'en ai déjà beaucoup parlé, la mission de retour d'échantillons, en supposant que les choses restent sur la bonne voie, pourrait transporter les échantillons collectés de Persévérance sur Terre dès 2031. En deuxième position cette semaine, la NASA a franchi la prochaine étape de la mise en service du télescope spatial James Webb. Tout va bien, vous pouvez vous calmer tout le monde là. Oui, dors. Chut. C'est fini les nuits blanches. L'agence a annoncé le 16 mars que l'équipe de l'engin spatial avait terminé les étapes de mise en phase grossière et de mise en phase fine de l'alignement de l'optique du télescope. Ces étapes impliquaient de très petits changements dans les positions des 18 segments de miroir primaires de James Webb Space Telescope, de sorte que les images étaient alignées les unes sur les autres, puis appariaient à une longueur d'onde de lumière infrarouge. L'achèvement du phasage fin signifie que le télescope est maintenant entièrement aligné pour l'un de ses principaux instruments, la caméra proche infrarouge, et qui n'a pas de défaut comme l'aberration sphérique dans le miroir primaire du télescope spatial Hubble, qui a diminué ses performances. Selon les ingénieurs et scientifiques, les performances optiques du télescope sont absolument phénoménales et elles dépassent les attentes. Ça commence bien. Présentement, les images sont focalisées ensemble aussi finement que le permettent les lois de la physique. Les ingénieurs vont maintenant vérifier l'alignement de 3 autres instruments sur le télescope en ajustant les positions des miroirs pour optimiser l'alignement de tous les instruments. Les instruments eux-mêmes subiront des tests pour confirmer qu'ils sont prêts à commencer leurs opérations. La mise en service dure théoriquement 6 mois, donc les résultats scientifiques arriveront d'ici la fin juin. À ce stade, si quelque chose tournait mal, comme un problème avec l'un des instruments, il y aurait une dégradation partielle de la science, mais pas une perte totale, ce qui aurait été le cas dans les phases précédentes de la mise en service. L'équipe va donc pouvoir recommencer à dormir. C'est cool dormir, là! En première position, l'ESA suspend officiellement sa collaboration avec la Russie pour la mission ExoMars. Suite à une réunion du conseil de direction de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui s'est tenue à Paris les 16 et 17 mars, oui, c'est officiel, la mission est annulée. Voici le communiqué. Nous déplorons profondément les conséquences tragiques de la guerre en Ukraine et refusons la collaboration. L'organisation a rappelé qu'elle était mandatée pour mettre en œuvre des programmes spatiaux dans le plein respect des valeurs européennes, déplorant profondément les pertes humaines et les conséquences tragiques de l'agression contre l'Ukraine. Rosalind Franklin, premier rover martien de conception européenne, qui devait s'envoler en septembre 2022 vers la planète rouge, restera donc sur Terre pour une durée indéterminée. Suite à une réunion qui s'est tenue les 15 et 16 mars à Paris, l'Agence spatiale européenne a en effet décidé de suspendre sa collaboration avec la Russie, qui est en charge du lancement et de l'atterrissage sur Mars du rover. Dans cette mission, la Russie fournissait le lanceur et l'atterrisseur. Le rover a été fabriqué par des équipes britanniques, allemandes, italiennes et françaises, mais le lanceur de la mission ExoMars est russe, de type Proton. Et c'est également un atterrisseur dénommé Kazachok, développé par l'agence spatiale russe Roscosmos, qui devait le déposer dans la région d'Oxia Planum, près de l'équateur martien. Le projet a été amorcé il y a plus de 20 ans. Le rover Rosalind Franklin, ayant passé ses derniers tests en janvier 2022, devait partir début avril à Baïkonour, au Kazakhstan. Le décollage était prévu dans la fenêtre de lancement entre le 20 septembre et le 1er octobre 2022. L'objectif est de rechercher d'éventuelles traces de vie dans des échantillons de roches prélevés jusqu'à 2 mètres de profondeur. Le chef de Roscosmos, Dimitri Rogozin, a considéré comme très regrettable la suspension de la mission. Regrettable. D'autres choses de pas mal plus regrettables, moi, je trouve. L'ESA a quant à elle précisé qu'elle menait une étude accélérée afin de définir les options disponibles pour le lancement du rover ExoMars.
Malheureusement, ces options sont très limitées et le temps joue contre la poursuite de la mission. L'ESA devra donc utiliser un autre lanceur et un autre atterrisseur pour poser son rover sur la planète rouge. Le problème, c'est que trouver un nouveau fournisseur peut prendre jusqu'à 6 ans, sans compter que certains composants du rover pourraient devenir d'ici là complètement plus d'actualité. On dit has-been, c'est ça l'expression. Pour cette mission, ayant connu plusieurs turbulences et diverses difficultés, on va appeler ça de même, on parle de technique, politique, je peux vous dire que l'avenir est pas très rose. C'est parti avec Twitter cette semaine, puis on a eu une grosse semaine. Êtes-vous prêts? Yo mon oiseau! Je l'adore! Twitter! Je commence avec un tweet de Mikhailo Fedorov. Écoutez bien ça. Un nouveau lot de stations Starlink est déjà en place en Ukraine. La technologie est notre avenir et aide les Ukrainiens. Elon Musk aide le nouveau bien à vaincre l'ancien mal. L'Ukraine est l'avenir. Merci Elon. Le Jet Propulsion Laboratory a annoncé le 11 mars dernier qu'Ingenuity avait effectué son 21e vol sur la planète parcourant 370 mètres au cours d'un vol de 129 secondes. L'hélicoptère a désormais... j'ai dit l'hélicoptère. L'hélicoptère drone a désormais parcouru plus de 4,6 km depuis son premier vol en avril 2021. Les astronomes et la communauté de la défense planétaire de l'Agence spatiale européenne ont récemment repéré un astéroïde quelques heures seulement avant qu'il ne frappe la Terre à 140 km au sud de l'île norvégienne de Jan Mayen. Désolé pour l'accent, dans la mer Arctique. Cela a généré une explosion impressionnante. Voici une projection des fusées Long March de la première fusée à la 9e. Ça a été posté sur Twitter. Regardez le travail. Cette projection a été effectuée par MC3D Explorer, puis ça a été partagé sur Twitter. Les Chinois sont là, ouais, puis ça ressemble à ça. Avez-vous vu la grosseur? Avez-vous vu la taille de cette fusée Long March? SLS, va falloir que ça fonctionne. Et une mise à jour partagée sur la manière que le Starship, viens ici toi, va être empilé sur le Super Heavy. Starship, Super Heavy. Regardez ça, comment c'est complexe. Avec le début des tests de la SLS d'ici 1 an environ, je suis prêt à parier que nous puissions voir à la fois le Starship et la SLS dans le même cadre photo. Je sais pas si la SLS a des futurs projets de lancement à partir de l'ère de lancement 39A, mais ça serait génial. Moi, je pense que oui. Et là, ils ont réussi. Oui, le véhicule de lancement de 2 étages de la société californienne a pris son envol le 15 mars à partir du complexe Spaceport Pacific sur l'île de Kodiak en Alaska. 9 minutes plus tard, la fusée de 13 mètres de hauteur a déployé ses charges utiles dans leur orbite désignée à 525 km au-dessus de la Terre. Ce fut un moment énorme pour Astra, qui a subi un échec le mois dernier lors de son premier lancement avec des charges utiles opérationnelles à bord. La société avait effectué 5 vols orbitaux avant celui-ci. Bravo Astra, c'est un nom à se souvenir ça, je peux vous le garantir. Ça complète mes informations sur Twitter. Oui, ça complète. Elon Musk, lui. Je peux pas parler de ça, là. Il veut se battre. Ça a fait les manchettes. Sérieux? T'es-tu sérieux, man? Tu veux que je parle d'Elon Musk? Tu vas pas parler de ça? Hey, come on, il veut se battre. OK. Eh oui, Elon Musk, le fondateur de l'entreprise SpaceX, a défié lundi le président russe, juste lui, Vladimir Poutine, dans un combat d'homme à homme, avec comme enjeu l'Ukraine, juste ça. Ça commence à être un peu bizarre. Mais je vous raconte quand même l'histoire parce que j'ai l'impression que vous êtes intéressés. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez sauter direct à la question de la semaine. Il y a des chapitres. Bon, je vais vous faire une petite reconstitution parce que c'est un peu n'importe quoi. Alors, bienvenue au Elon Musk Show! Je défie Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme avec l'Ukraine en jeu. Acceptez-vous ce combat? Acceptez-vous? A-t-il demandé dans un autre message en russe en s'adressant au compte Twitter officiel du Kremlin. Quand on dit le Kremlin, c'est une forteresse située au cœur de Moscou.
Le président tchétchène Ramzan Kadyrov, fervent soutien du président russe et grand amateur des arts martiaux, a recommandé aux milliardaires de ne pas combattre Poutine en raison de leur catégorie de poids trop différentes. Ce ne serait pas très sportif de la part de Vladimir Vladimirovitch hein? de battre un adversaire plus faible. Proposant à Moss de venir s'entraîner en République Tchétchénie. Bref, il a ajouté « Ici, nous t'en dirons plus sur tes obscures méthodes américaines de relations publiques. Et nous t'apprendrons à bien tenir tes comptes sur les réseaux sociaux. Tu quitteras la Tchétchénie en te sentant une personne complètement différente. Elona. Elona Musk. » Elon Musk, né en Afrique du Sud et ayant créé la compagnie SpaceX, qui vient tout juste de fêter son 20e anniversaire la semaine dernière, avait déjà apporté son soutien à l'Ukraine en tweetant « Ukraine, tiens bon » au début du mois de mars, tout en transmettant ses amitiés au grand peuple de Russie qui ne veut pas la guerre. Il a aussi répondu à un appel à l'aide d'un responsable ukrainien en activant le service Internet par satellite Starlink en Ukraine et en y envoyant des équipements afin d'aider à établir une connexion Internet dans les zones frappées par les assauts de l'armée russe. Un nouveau lot de stations Starlink, ça c'est des coupoles pour avoir Internet, vient justement d'arriver en Ukraine. Dmitry Rogozin, le chef de l'agence spatiale russe, a déclaré au début du mois que les Américains pouvaient voler sur leur manche à balai ou broomstick en interdisant la vente de moteurs de fusées russes aux États-Unis. Ces moteurs sont utilisés par United Launch Alliance et Northrop Grumman pour certaines de leurs fusées, mais pas par SpaceX qui construit ses propres moteurs aux États-Unis. C'est pas la première fois que le milliardaire fait réagir sur Twitter où il y a plus de 77 millions d'abonnés. En février, il avait accusé le régulateur de la bourse américaine qui lui avait donné plusieurs sanctions de chercher à lui enlever sa liberté d'expression. Il avait aussi comparé le premier ministre du Canada, notre premier ministre Justin Trudeau, à Adolf Hitler. Il était là un peu fort. Dans un message de soutien à des opposants aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Il avait ensuite effacé cette publication. Relis-toi, Elon, les paroles s'envolent et les écrits restent. Ouais, puis les vidéos, eux autres. J'imagine que c'est comme les paroles. Bon, maintenant que vous connaissez très bien ma vision avec la guerre. Nous sommes tous égaux sur cette belle planète. Non à la guerre. Les Russes qui sont contre la guerre, c'est-à-dire la grande majorité, ne sont pas des ennemis. Ce sont les dirigeants probablement dérangés mentalement qu'ils sont. Alors je vous encourage à partager la vidéo d'Arnold Schwarzenegger sur Twitter. C'est la vision de la grande majorité des humains sur notre belle planète. Non à la guerre. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs afin qu'ils deviennent les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Aimez-vous? Croyez-vous que la fusée SLS Space Launch System, c'est pas le nom le plus cool, mais j'aimerais mieux Ariane ou Starship. Croyez-vous que cette fusée aura encore des délais? J'attends vos commentaires, allez-y, ça m'aide aussi pour le référencement. Let's go mes amis! Et ça complète mon top 5 spatial de cette semaine. Hey, merci d'être toujours plus présent, à vous joindre à nous, à l'actualité spatiale à chaque semaine. Partagez la science, gardez ça simple. Les gens vont avoir envie de vous écouter, puis de comprendre, puis de participer à cette belle vague de science. Pas compliqué. N'hésitez pas à partager la vidéo, pouce bleu si vous avez aimé, et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. D'ici là les BDF, ne laissez pas vos rêves rester des rêves, réalisez-les. L'univers est infini et le futur, ça commence maintenant.